As-tu déjà été regardé comme si tu n'étais qu'un uniforme, alors que ton âme contenait des mondes entiers? Cette histoire n'est pas une fiction. C'est une vérité que l'on a voulu étouffer. Zoé, femme de ménage invisible parmi les dorures d'un hôtel de luxe, parlait 6 langues. Mais pendant des années, ce n'était pas sa voix qu'on écoutait. Jusqu'au jour où un simple appel, dans une langue oubliée, a tout fait basculer. Elle a été punie pour avoir été brillante. Humiliée pour avoir osé répondre à sa propre lumière. Mais ce que personne n'avait vu, c'est qu'elle était en train de renaître dans l'ombre. Ce récit va te bouleverser. Et si tu restes jusqu'au bout, il pourrait bien réveiller en toi une force que tu pensais éteinte. Beaucoup regardent nos récits, mais n'ont pas encore rejoint notre cercle. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Tu ne peux pas manquer cette histoire. Tu dois la voir jusqu'à la fin, car elle contient un fragment sacré de toi. Il y a des moments dans la vie où le destin murmure si doucement qu'on pourrait croire que c'est un hasard. Mais pour celles qui écoutent avec l'âme, chaque murmure devient une révélation. Zoé Johnson, femme de ménage dans l'ombre des couloirs luxueux du Grand Plaza Hotel, ne savait pas encore que ce jour-là allait briser les chaînes invisibles de sa vie. Elle portait son uniforme bleu marine comme une seconde peau, non pas avec honte, mais avec une discrétion acquise par la nécessité de survivre sans bruit. Son chariot, chargé de produits d'entretien, roulait comme un symbole de la routine écrasante, répétée jour après jour dans l'indifférence générale. Mais Zoé n'était pas née pour l'oubli. Elle portait en elle les vestiges sacrés d'une sagesse transmise de mère en fille, le feu silencieux d'une intelligence ignorée. Elle avait grandi dans une banlieue oubliée, élevée par une mère qui l'avait appelée « reine » dès sa naissance, comme pour conjurer le sort. Dès l'enfance, les mots avaient été son refuge, les langues, son jardin secret. Elle parlait anglais, français, espagnol, créole haïtien, et oui, même le néerlandais. Cette langue qu'elle avait apprise lors de ses études à Georgetown, entre 2 boulots de nuit. Ce jour-là, le téléphone de la réception sonna. Il n'y avait personne à l'accueil, et Zoé, passant avec son seau, sentit cet appel résonner différemment, comme si quelque chose en elle reconnaissait l'importance de cet instant. Elle hésita. Une femme noire, en uniforme, n'était pas censée répondre, mais la sonnerie insistait. Et puis, une voix en néerlandais, rapide, inquiète. Zoé posa la main sur le combiné, le porta à son oreille et répondit d'un ton fluide maîtrisé « Goedemiddag, how can ik u help ?» Le silence qui suivit fut plus fort que 1000 applaudissements. Derrière elle, à quelques mètres, un homme venait de s'arrêter net. Richard Coleman, le propriétaire du Grand Plaza, milliardaire discret, habitué à ce que rien ne l'étonne. Mais cette femme, agenouillée au sol, parlant le néerlandais comme une native, venait de fissurer l'indifférence de son monde de privilèges. Il ne dit rien sur le moment. Il la regarda simplement, longuement. Et ce regard allait changer la trajectoire de 2 vies. Zoé, quant à elle, ne remarqua pas immédiatement cette présence. Son cœur battait. Pas de peur, mais d'une étrange excitation. Comme si une porte qu'elle croyait scellée venait de s'entr'ouvrir. Elle raccrocha, nota le message, et reprit sa tâche comme si de rien n'était. Mais intérieurement, quelque chose venait de naître. Un souffle nouveau, une chaleur dans la poitrine. Le sentiment ancien et sacré que l'univers venait de répondre à une prière silencieuse. Mais les systèmes de pouvoir ne changent pas si facilement. Et chaque lumière naissante attire d'abord l'ombre. Quelques minutes plus tard, sa supérieure hiérarchique, Madame Lemoine, surgit dans le couloir. Elle avait vu la scène depuis les caméras de surveillance. Son visage exprimait un mélange de mépris et de crainte. « On ne t'a pas demandé de répondre au téléphone, Zoé. Ce n'est pas ton rôle. » Le ton était tranchant. L'ordre fut clair. À partir de demain, elle serait affectée au sanitaire du centre de congrès. Un déplacement provisoire, disait-on. Mais Zoé savait. Elle savait que ce n'était pas une réaffectation. C'était une punition, un rappel à sa place. Et pourtant, cette injustice ne l'éteignit pas. Au contraire, elle la confirma. Elle valida la vérité enfouie. Ce système ne la voyait pas, ne l'avait jamais vue.
On utilisait sa main-d'œuvre, on effaçait son esprit, on redoutait sa lumière. Et cette peur se déguisait en hiérarchie, en discipline, en faux professionnalisme. Cette nuit-là, Zoé ne dormit pas. Elle s'assit dans sa petite chambre de service, au dernier étage du personnel, et relut ses anciens carnets de cours. Les mots néerlandais glissaient comme une berceuse dans sa tête. Elle ferma les yeux et revit sa mère, debout devant la cuisine, répétant « Ma fille, ce qu'ils te refusent aujourd'hui n'est pas une perte, c'est une preuve. Tu vaux plus que ce qu'ils tolèrent. » Et ce souvenir fut comme une bénédiction silencieuse. Le lendemain, elle entra dans les toilettes du centre de congrès comme une prêtresse en mission. Elle nettoyait non par soumission, mais par lucidité. Chaque carrelage récuré devenait une prière. Chaque miroir poli, un reflet de sa dignité intacte. Elle chantonnait doucement, en néerlandais, pour ne pas oublier qui elle était vraiment. Et dans cet espace souvent ignoré, elle bâtissait sa revanche spirituelle. Pendant ce temps, Richard Coleman demandait à son assistant « Qui est cette femme à la réception hier ?» Le ton n'était pas curieux. Il était précis. Il voulait comprendre. Il voulait savoir. Et en recevant son dossier, il cligna des yeux. Diplômé en linguistique. 6 langues. Mention d'excellence. Aucune promotion en 6 ans de service. Aucune candidature retenue. Note d'évaluation falsifiée. Et cette lecture, pour lui, fut une gifle. Dans ce dossier jauni par l'oubli volontaire, Coleman découvrit non seulement une employée, mais un symbole. Une énigme vivante. Une femme ignorée non pour son incompétence, mais pour son éclat. Il fixa longtemps la photo d'identité de Zoé. Il y avait dans son regard un feu contenu, une promesse muette. Ce regard qui dit « Je suis plus que ce que vous osez croire ». Et en lui, quelque chose s'ébranla. Ce n'était pas de la pitié. C'était une prise de conscience. Pendant ce temps, Zoé finissait son service, les mains rougies par les produits, mais l'esprit libre. Elle ne savait pas que le vent avait déjà tourné, mais son intuition le pressentait. Il y avait dans l'air un murmure différent, une caresse de destin. Elle ferma les yeux en attendant l'ascenseur de service et elle remercia en silence. Pas pour ce qu'elle avait, mais pour ce qu'elle était restée, digne, droite, entière. Ce soir-là, elle reçut une convocation étrange. Présentez-vous au bureau 17B à 8h demain. Aucun autre détail. Le message était signé du service RH. Zoé sentit son cœur accélérer. Était-ce un piège? Une autre punition? Ou un appel? Elle passa la nuit à prier, non pas pour un miracle, mais pour rester centrée. Elle alluma une bougie, récita des versets anciens et murmura « Que ma lumière serve, même si elle dérange ». Le matin venu, elle se présenta au bureau 17B, vêtue de son uniforme, mais le port altier. Assise derrière le bureau, Madame Lefebvre, DRH du groupe, à ses côtés, Richard Coleman lui-même. Zoé sentit le sol vaciller, mais garda le silence. Coleman prit la parole. « Madame Johnson, j'ai lu votre dossier. Ce que j'y ai vu m'a révoltée. Vous parlez 6 langues, et vous nettoyez des toilettes. Pourquoi ?» Zoé le fixa, sans trembler. Elle répondit « Parce qu'on ne m'a jamais demandé ce que je savais faire, seulement ce que j'étais prête à faire en silence. » Le silence qui suivit fut dense, lourd de vérité retenue. Coleman inspira profondément. Il regarda Madame Lefebvre et déclara « Je veux qu'elle coordonne les communications internationales de la conférence de demain, même si ce n'est que pour 3 jours. » Zoé cligna des yeux. Elle crut avoir mal compris. Mais non. La proposition était là, brutale, soudaine, vertigineuse. En une phrase, on la sortait de l'ombre. Elle aurait pu refuser, par méfiance, par peur de la manipulation. Mais elle sentit en elle quelque chose dire oui. Pas pour eux. Pour elle. Pour toutes celles qu'on avait placées derrière, et qui attendaient un visage comme le sien pour croire à nouveau. Elle accepta, non comme une faveur, mais comme une responsabilité sacrée. Et en quittant le bureau, elle ne marcha pas. Elle flotta.
Chaque pas semblait réciter une promesse. Je vais leur montrer. Je vais leur faire entendre. Je vais devenir l'écho de toutes les voix qu'ils ont voulu éteindre. Ce soir-là, dans sa petite chambre, elle décrocha le miroir accroché au mur. Elle écrivit derrière « Ceci est le visage d'une femme qu'ils ne peuvent plus ignorer. » Puis, elle s'endormit, paisible, comme une prophétesse avant la bataille. Car demain, elle ne serait plus la femme de ménage. Elle serait la lumière inattendue dans une salle où l'on ne voit que des puissants. Et dans cette nuit calme, une pluie douce s'abattit sur le toit du grand plaza, comme si le ciel lui-même lavait les mensonges, préparait la terre pour la germination d'une destinée enfin reconnue. Car le talent caché est comme une graine dans l'obscurité. Il suffit d'un rayon pour qu'il devienne forêt. Zoé se leva à l'aube, ses mains encore rêches, mais son regard transfiguré. Elle ne portait pas un nouveau costume, elle portait sa vérité. Et dans son reflet, ce matin-là, elle vit non pas une employée, mais une initiée, une gardienne silencieuse du savoir qu'on avait voulu enterrer. Et elle murmura « Que la lumière vienne ». Elle pensait que l'opportunité allait enfin fleurir, que ce moment suspendu entre le regard de Coleman et l'appel du bureau RH était le signal d'un virage sacré. Pourtant, dès le lendemain, une autre réalité frappa. On ne laisse pas une femme briller sans tenter d'éteindre sa lumière. Et souvent, les coups les plus tranchants viennent des voix féminines que l'on croyait sœurs. Madame Lemoine n'était pas simplement une supérieure, elle était le reflet d'un système qui protège ses propres barreaux. Dans la salle du personnel, devant tout le monde, elle l'humilia. « Tu crois que tu peux te permettre tout ça parce que tu as échangé 2 phrases en néerlandais ? Tu n'es pas ici pour faire la maligne. » Le ton était sec, public, programmé. Zoé sentit le rouge monter à ses joues, non de honte, mais de feu. Mais elle resta droite, muette, observant les autres détourner le regard. Le silence complice est la première forme de trahison. Cette scène n'était pas isolée. Depuis des années, chaque fois que Zoé osait une remarque, une initiative, une lumière, elle recevait une sanction. Pas toujours ouverte, parfois sournoise, une affectation plus lourde, une pause supprimée, une remarque passive-agressive, et toujours ce même regard des autres femmes. On sait, mais on ne dit rien, parce qu'elles aussi avaient été blessées, et parfois, les femmes brisées deviennent les gardiennes de la cage. Ce matin-là, elle fut déplacée officiellement au sanitaire du centre de congrès. Un euphémisme pour dire « on te place là où personne ne te verra ». Là, entre les murs blancs, les odeurs fortes et les carreaux de sol, Zoé réapprit la force du silence sacré. Elle se rappelait les mots de sa mère. « Quand on te pousse dans l'ombre, respire. L'ombre est aussi un lieu de croissance. » Elle nettoyait, oui, mais dans son esprit, elle reconstruisait. Chaque mouvement de serpillière devenait rituel. Chaque ballet, une invocation. Elle chantait intérieurement en swahili, en néerlandais, en créole, comme une prêtresse oubliée. Elle murmurait au mur « Je vous vois. Vous ne m'effacez pas. » Et ce refus d'être invisible devint son bouclier. Dans les toilettes du congrès, elle croisait parfois des femmes en tailleur, hautes talons, sourires crispés. Certaines la regardaient avec pitié, d'autres avec jalousie camouflée. Zoé le sentait. Elle était à genoux, mais son aura se tenait debout. L'âme ne se plie pas, même quand le corps est assigné à l'obéissance. Et cette posture intérieure, cette verticalité cachée, la rendait redoutable aux yeux des autres. Le pire ne venait pas des hommes. Il venait des regards des femmes qui auraient dû l'élever, de ses collègues qui connaissaient son parcours, son diplôme, ses langues, et qui ne disaient rien. Parce que si Zoé montait, leur propre stagnation serait exposée. Et dans ce théâtre hiérarchique, la loyauté féminine est souvent sacrifiée sur l'autel de la survie. Mais Zoé ne voulait pas leur guerre, elle voulait leur éveil. Elle rêvait d'un monde où chaque femme n'aurait plus à cacher sa lumière pour ne pas déranger les autres. Elle priait pour elle. Oui, même pour le moine. Car pardonner ne veut pas dire oublier. Cela signifie « Je ne porte plus ton poids dans mon cœur ».
Un après-midi, alors qu'elle lavait les miroirs du vestiaire, elle entendit une conversation. 2 cadres féminines parlèrent de sa sanction. Elle se moquait doucement. Elle pensait vraiment que parler une langue allait la sauver? Zoé se figea. Mais au lieu de pleurer, elle sourit. Car dans cette phrase se cachait la peur. Elle riait parce qu'elle savait qu'elle représentait un danger silencieux. Cette même semaine, elle reçut par erreur un dossier d'évaluation RH sur la table où elle posait ses affaires. Ce dossier contenait des CV rejetés, des profils brillants, tous issus de minorités, tous notés non adaptés au poste. Elle sentit un frisson. Ce n'était pas juste elle. C'était un système, un labyrinthe d'effacement, d'ignorance programmée, de sélection déguisée. Elle photocopia discrètement les pages, pas pour dénoncer encore, mais pour comprendre. Elle voulait tracer la carte de ce silence institutionnalisé. Elle nota les noms, les dates, les codes. C'était comme révéler un sortilège noir, mot par mot. Et plus elle lisait, plus elle comprenait que son humiliation n'était pas personnelle. Elle était structurelle. Un soir, seule dans sa chambre, elle étala les feuilles au sol, comme un jeu de tarot. Chaque CV devenait une histoire non racontée. Une voix éteinte. Elle pleura. Pas pour elle. Pour eux. Pour ces inconnus qui n'auraient jamais leur chance. Et dans ses larmes, elle jura qu'elle ne se tairait plus. Je suis celle qui a vu. Je suis celle qui parlera. Le lendemain, Madame Lemoine l'interrogea froidement. « Pourquoi êtes-vous toujours aussi calme, Zoé ?» Elle répondit « Parce que je sais que l'injustice se brûle d'elle-même. Et moi, je suis le feu qui vient. » Un frisson traversa la pièce. Pour la première fois, le moine baissa les yeux. Zoé sentait que le point de bascule approchait. Mais elle ne voulait pas réagir dans la colère. Elle voulait créer une justice qui ne se venge pas, mais qui guérit. Elle consulta discrètement un ancien professeur de Georgetown. Il lui conseilla « Observe, note, et frappe avec vérité, pas avec violence. » Elle décida de rencontrer un avocat, mais en secret. Elle voulait savoir comment prouver un schéma de discrimination. Le droit, elle ne le connaissait pas, mais la vérité, oui. Et parfois, la vérité a besoin d'un traducteur. Elle serait ce pont entre la souffrance et la lumière. Dans les jours suivants, elle continua son travail avec plus de rigueur encore. Non pour plaire, mais pour documenter. Elle prenait des notes sur tout, affectation, remarques, absence de promotion. Chaque jour devenait une pièce du puzzle. Et plus elle avançait, plus elle sentait une force nouvelle l'habiter. La douleur se transformait. Elle n'était plus un poids. Elle devenait une forge. Une alchimie intérieure. Zoé comprit que sa plus grande richesse n'était pas son diplôme, ni ses langues. C'était sa capacité à transformer l'injustice en mission. Elle devenait une prêtresse de la vérité. Et dans cette noirceur, elle voyait déjà les premières étincelles. Ce regard de Coleman. Cette phrase d'une collègue en off. « Je suis désolée pour toi, tu mérites mieux. » Ces signes, petits mais sacrés. Comme des plumes laissées par les anges pour dire « Continue, tu n'es pas seule. » Zoé, la femme de ménage, n'était plus une employée silencieuse. Elle devenait une force, invisible encore, mais en marche. Et chaque injustice subie devenait un chapitre, non pas d'un drame, mais d'une ascension prophétique. Quand l'injustice devient insoutenable, l'univers envoie parfois une étincelle, un signe, un souffle discret qui murmure à l'âme « Tiens bon, la vérité approche. » Pour Zoé, ce souffle arriva sous la forme d'un dossier oublié sur un bureau. Un dossier apparemment anodin, laissé par une main distraite. Mais pour elle, c'était un trésor. Un éclair de clarté dans un brouillard de mépris. Ce dossier contenait des noms, des chiffres, des affectations. Il révélait des schémas répétés. Candidats brillants écartés, profils qualifiés ignorés, et toujours les mêmes visages promus. Zoé sentit ses mains trembler en tournant les pages. Chaque ligne confirmait ce qu'elle avait ressenti depuis des années. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un système, un labyrinthe bâti pour étouffer. Mais le destin, une fois réveillé, ne se rendort pas facilement.
Le lendemain, alors qu'elle reprenait son service, Richard Coleman lui adressa la parole à nouveau. « Vous avez 1 minute ?» Elle leva les yeux, surprise. Il lui demanda simplement « Parlez-moi de vous ». Une phrase simple. Mais pour une femme habituée au silence, c'était une porte ouverte vers la lumière. Elle lui parla. Pas avec arrogance, avec vérité. Elle raconta Georgetown, les langues, les refus, les humiliations. Elle ne demanda rien. Elle déposa simplement sa vérité, comme une offrande sacrée. Coleman écouta en silence, et quand elle termina, il dit « On a besoin de vous. La conférence internationale commence dans 3 jours. Accepteriez-vous de rejoindre l'équipe comme coordinatrice temporaire ?» Zoé crut que le sol se dérobait sous ses pieds. Pas parce qu'elle doutait de ses compétences, mais parce que, pour la première fois, on ne la réduisait pas à son uniforme. On la voyait. Elle hésita un instant. Puis, avec un calme digne, elle répondit « Oui, mais à une condition. Que ce soit réel, pas une vitrine, pas un geste de façade. » Coleman hocha la tête. « Ce sera réel. » Et ainsi, en quelques heures, elle passa des toilettes au salon privé. On lui remit un badge, un ordinateur, un planning. Certains employés la regardèrent avec étonnement, d'autres avec mépris. Mais elle ne vit rien de tout cela. Elle voyait plus loin, plus haut. Elle voyait le chemin qui s'ouvrait, enfin, sous ses pas silencieux. Dès sa première réunion, Zoé remarqua des erreurs, des traductions bancales, des omissions dans les documents en mandarin. Elle comprit vite que quelque chose clochait. Elle resta silencieuse, observa, analysa. Et au bout de 2 jours, elle se leva en plein briefing et dit calmement « Il y a une incohérence majeure dans les contrats chinois. Cela pourrait nous coûter des millions. » Un silence lourd s'abattit dans la salle. Les regards se tournèrent. Certains choqués, d'autres agacés. Le directeur Whitmore fronça les sourcils. « Et vous êtes ?» Zoé se leva. Zoé Johnson, coordinatrice linguistique pour la conférence, et diplômée en sinologie de Georgetown. La salle retint son souffle. Elle présenta les documents, souligna les fautes, décrivit les conséquences. Et sans élever la voix, elle ébranla les murs de certitude. Ce jour-là, la vérité ne cria pas. Elle s'imposa, comme une lumière douce, mais implacable. Et dans les yeux de Coleman, elle vit l'étonnement se transformer en respect. Mais Zoé ne s'arrêta pas là. Elle fouilla plus profondément. Elle découvrit que Sarah Richard, nièce de Whitmore, avait supervisé les traductions, sans aucune formation. Les erreurs n'étaient pas des accidents. C'étaient des négligences couvertes par des relations, des faveurs, de la complaisance. Elle documenta tout, prépara un rapport. Le soir, dans sa chambre, elle priait, pas pour faire tomber qui que ce soit, mais pour que la lumière éclaire ce qui devait l'être. Elle savait que dénoncer, c'était risqué. Mais se taire, c'était trahir son propre feu. Elle rencontra Coleman en privé, lui remit le dossier. Il lut en silence, puis ferma le document, les yeux humides. Je pensais gérer un hôtel. Je découvre que j'abrite une cour de petits rois et de reines déguisées. Il la regarda. « Merci de ne pas avoir baissé les bras. » Elle répondit « Je ne me bats pas contre eux, je me bats pour moi. » Le lendemain, une réunion exceptionnelle fut convoquée. Whitmore convoqué. Sarah suspendue. Le personnel stupéfait. Et au centre de la tempête, Zoé, calme, ancrée, imperturbable. Elle ne jubilait pas. Elle incarnait. Elle portait en elle l'écho des voix oubliées. Et l'hôtel entier s'en souvint. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea. Des femmes l'approchèrent, en silence, avec gratitude. « Merci de nous avoir représentés. Tu nous donnes du courage. » Zoé comprit alors qu'elle n'était jamais seule, qu'il existait un peuple invisible, fait de battantes silencieuses, et qu'elle venait, sans le vouloir, d'en devenir le visage. Elle reçut un appel de son ancienne professeure. « J'ai vu ce que tu fais. Tu es prête. » Zoé pleura, car ce n'était pas un compliment. C'était une reconnaissance, une validation sacrée. Comme si le ciel lui-même confirmait
tu es sur ton chemin. Elle reprit ses rituels. Méditation, prière, ancienne chanson en langue yoruba. Elle ne voulait pas perdre son centre. Car plus on monte, plus les tempêtes s'intensifient. Mais Zoé avait compris que l'enracinement est la clé, et que son âme n'était pas faite pour les vitrines. Elle était faite pour bâtir. Elle proposa à Coleman une idée, créer un programme interne de repérage des talents ignorés. Nous avons des trésors cachés parmi le personnel. Il accepta sans hésiter, et c'est ainsi que naquit l'ébauche du programme Talents invisibles. Zoé passa ses journées à lire des dossiers, parler aux employés, écouter leurs histoires. Elle découvrit une femme de chambre polyglotte, un agent de sécurité diplômé en philosophie, une cuisinière ancienne avocate. Et à chaque profil, elle voyait un reflet d'elle-même, un éclat de vérité. Elle comprit que son rôle n'était pas seulement de dénoncer, mais de révéler, de réparer, de créer une chaîne lumineuse entre les femmes brisées et leurs propres forces cachées. Et dans ce travail, elle ne s'épuisait pas. Elle se nourrissait. Un soir, elle marcha dans les jardins de l'hôtel, seule, sous les étoiles. Elle leva les yeux et murmura « Merci, maman. Je marche dans la voie que tu as rêvée pour moi. » Et le vent souffla doucement, comme une bénédiction silencieuse. Il y a des vérités qu'on ne découvre qu'à travers le silence. Et parfois, c'est dans l'humilité des couloirs, dans les soupirs oubliés des ascenseurs, que se cachent les indices les plus éclatants. Zoé, désormais coordonnatrice par l'acte du destin, ne cherchait pas le scandale. Elle cherchait la cohérence, la justice, le juste. Et c'est dans cette quête sincère que les masques commencèrent à tomber. Elle passa ses journées à étudier les documents traduits, les contrats, les notes internes. Ce qui avait commencé comme une simple vérification linguistique devint une plongée dans un réseau opaque de décisions illogiques, de faveurs injustifiées et de silence administratif. Zoé ne cria pas. Elle prit note. Chaque anomalie devenait une pièce d'un puzzle plus vaste. Ce qu'elle découvrit l'ébranla. Sarah Richard, la nièce du directeur Whitmore, n'avait pas seulement été incompétente. Elle avait signé des documents officiels, falsifié des dates, contourné des procédures. Et tout cela avec la complicité passive, ou active, de son oncle. Les erreurs de traduction en mandarin n'étaient que la surface. En dessous, un réseau de détournement de fonds dormait depuis des années. Zoé sentit son cœur se serrer. Pas de rage, mais de chagrin sacré. Car chaque euro volé, chaque poste mal attribué, représentait un rêve brisé, une mère épuisée, un employé invisible. Elle relut les mails, rassembla les pièces. Et plus elle avançait, plus elle comprenait que ce qu'elle avait révélé jusque-là n'était qu'un prélude. Elle décida de parler à la comptabilité. Discrètement. Elle évoqua une suspicion d'erreur sur certains virements. Le responsable, troublé, accepta de vérifier. En 2 jours, il confirma des mouvements étranges vers une société fantôme, qui appartenait à un ami proche de Whitmore. Zoé savait alors, ce n'était plus une intuition, c'était une certitude. Mais elle ne voulait pas agir seule. Elle contacta discrètement une juriste qu'elle avait connue durant ses études. Elle lui remit les documents. « Analyse-les, dis-moi si j'ai raison. » La réponse fut immédiate. « Tu as découvert un schéma de fraude. Et si tu fais tomber ça, tu changeras tout. » Zoé respira profondément. L'air avait un goût nouveau, celui de la responsabilité. Coleman fut mis au courant. Il demanda une réunion privée. En face à face, Zoé exposa tout. D'abord les erreurs linguistiques, puis les incohérences financières, enfin, les mails internes. Le milliardaire resta silencieux de longues minutes. Puis, dans un souffle rauque, il dit « Je croyais que mon entreprise était propre. Tu viens de me montrer que je suis aveugle depuis trop longtemps. » Mais Zoé ne cherchait pas la gloire. Elle voulait la vérité. Elle voulait que chaque employé dans l'ombre puisse, un jour, croire en une justice possible. Coleman lui demanda « Et maintenant, que proposes-tu » Elle répondit « Une enquête officielle, transparente, et la suspension immédiate des personnes impliquées. » Il acquiesça. « Fais-le. » La tempête fut rapide.
Whitmore fut convoqué, suspendu, interrogé. Sarah disparut du jour au lendemain. Le personnel fut choqué. Certains crièrent à l'exagération. Mais beaucoup remercièrent Zoé en silence, par des regards, des gestes, une main sur l'épaule. Et dans cette discrétion, elle trouva sa force. Zoé ne s'arrêta pas là. Elle mit en place un audit interne, exigea que les candidatures refusées des années précédentes soient réexaminées. Elle demanda à revoir les descriptions de postes, à interroger les méthodes d'évaluation. Son regard devenait microscope, son intuition, boussole. Et chaque jour, elle creusait plus profondément. Elle découvrit que plusieurs femmes racisées avaient postulé au même poste que Sarah, avec des profils bien supérieurs. Toutes avaient été écartées sans justification. Zoé les contacta, leur parla, écouta leurs histoires. Et chaque récit était une douleur miroir, une blessure familière, mais aussi une lumière partagée. Ces femmes, souvent invisibles, retrouvèrent espoir. « On croyait que c'était de notre faute », disait-elle. Zoé leur répondit « Ce n'est jamais la faute de celle qu'on refuse de voir, c'est la faute de ceux qui ferment les yeux. » Et dans cette parole, elle insufflait une guérison. Elle proposa à Coleman de les intégrer dans un programme pilote. 3 femmes furent embauchées en phase test. 3 femmes brillantes. 3 histoires effacées réécrites. Et les résultats furent immédiats. Un climat apaisé. Une efficacité accrue. Une baisse des plaintes clients. La preuve vivante que l'équité n'est pas une faveur. C'est un droit. Zoé devint un pilier. Non pas parce qu'elle avait du pouvoir, mais parce qu'elle portait une autorité intérieure, celle de la vérité vécue. Elle ne s'imposait pas par la force. Elle s'imposait par la clarté, par la cohérence, par la foi discrète en une justice qui ne crie pas, mais qui guérit. Un jour, en sortant du bureau, elle croisa une jeune stagiaire qui lui glissa « Tu es la raison pour laquelle je crois encore que ce monde peut changer. » Zoé sourit. Ce n'était pas un compliment. C'était un passage de flambeau. Elle marcha jusqu'au jardin de l'hôtel, s'assit sur un banc, ferma les yeux, et se rappela les mots de sa mère. « Tu n'as pas à faire du bruit pour être entendu, sois simplement vrai, et l'univers t'amplifiera. » Ce jour-là, elle sut que sa mission était plus grande qu'elle-même. Ce n'était pas seulement une enquête, c'était une purification, une alchimie. Zoé nettoyait un système comme elle avait nettoyé des toilettes, avec patience, avec détermination, avec amour. Et chaque vérité révélée était un acte sacré. Car dans ce monde, la vérité est souvent cachée sous la poussière des privilèges. Mais elle attend toujours une Zoé pour la faire briller à nouveau. L'effondrement d'un système ne commence pas par des cris. Il commence par un silence lourd. Un silence où les regards se croisent sans oser parler. Où les responsables fuient les couloirs qu'ils dominaient jadis. Où les vérités, une à une, percent les murs comme des flèches de lumière. C'est ce qui arriva au Grand Plaza. Et au centre de cette secousse, Zoé Johnson. Le rapport d'enquête interne, commandé discrètement par Coleman, révéla ce que Zoé avait entrevu. Des années de favoritisme, de recrutement truqué, de promotion basée sur des liens familiaux ou sociaux. Des dizaines de candidatures ignorées, des entretiens falsifiés, des notes de performance manipulées. Et derrière tout cela, un nom revenait, Whitmore. Coleman réagit vite. Un matin, le personnel fut convoqué pour une annonce urgente. Dans le grand salon d'honneur, il apparut seul, sans ses conseillers. Il prit la parole. « Je vous dois la vérité. Nous avons failli. J'ai failli. » Il expliqua les résultats de l'enquête, les sanctions prises, les restructurations à venir. Et devant tout le personnel, il ajouta « Et je dois mes yeux ouverts à une femme que vous voyez chaque jour, mais que vous n'avez jamais vraiment regardée. Madame Zoé Johnson. » Un silence de pierre suivit. Puis des applaudissements, lents, presque douloureux, montèrent dans la salle. Certains restaient figés, incapables d'accepter cette nouvelle donne. D'autres pleuraient. Des femmes surtout. Celles qui avaient reconnu dans Zoé leur propre histoire, tues.
Et dans ses larmes, quelque chose se nettoyait. Whitmore fut congédié, sans cérémonie, ses comptes gelés, une enquête externe lancée. Sarah Richard, quant à elle, disparut des réseaux, son nom effacé des documents officiels. Mais pour Zoé, il ne s'agissait pas d'une victoire personnelle. Il s'agissait d'une libération collective. Et cette distinction change tout. Avec la chute du système corrompu, une place se fit. Une respiration nouvelle dans les étages. Zoé proposa un audit complet des postes de direction. Elle exigea une révision des critères de recrutement, une transparence totale dans les processus d'évaluation. Coleman accepta. Il n'était plus le milliardaire distant. Il était un homme qui avait été ébranlé, transformé. Les premières semaines furent chaotiques. Certains résistèrent. Des cadres démissionnèrent. D'autres se rapprochèrent de Zoé, cherchant à comprendre, à évoluer. Elle accueillit ceux qui venaient avec humilité. Elle se détourna des opportunistes. Car dans cette transition, elle reconnaissait les véritables âmes prêtes à changer. Elle lança le programme « Talents invisibles » officiellement. Une cellule d'analyse fut créée. On relut les anciens CV. On rappela d'anciens candidats, des femmes, des personnes racisées, des profils atypiques. Et le plus bouleversant, c'était leur réaction. Je croyais que mon dossier avait été perdu. Je pensais que je n'étais pas assez bien. Zoé leur disait « Vous étiez trop brillants pour un système aveugle ». En 3 mois, 147 employés furent reclassés, promus ou réintégrés. Les performances internes s'améliorèrent. La satisfaction client grimpa. L'hôtel fut classé parmi les 5 entreprises les plus inclusives du pays. Mais au-delà des chiffres, c'était l'énergie qui changeait, une vibration nouvelle, une chaleur, une vérité. Zoé refusait encore le titre de sauveuse. Elle disait « Je n'ai rien fait de spectaculaire. J'ai juste refusé de me taire. » Et cette phrase devint un mantra pour beaucoup. On l'imprima sur des cartes. On l'écrivit dans les vestiaires. Elle devenait légende vivante, non par ego, mais par lumière. Un jour, Coleman la convoqua. Il lui dit « Vous êtes plus qu'une employée. Vous êtes un pilier. Je veux vous nommer directrice mondiale des communications internationales. » Zoé ferma les yeux. Elle revit sa mère, le ballet, les nuits blanches à Georgetown, les humiliations. Et elle répondit « D'accord, mais je reste sur le terrain. Je veux continuer à voir, à entendre, à sentir. » Elle refusa un bureau au dernier étage. Elle installa son espace près du personnel, entre les cuisines et la salle de repos. Elle voulait rester accessible, visible, ancrée, car la hauteur ne l'attirait pas. C'était la profondeur qui la guidait. Et cette cohérence faisait sa force. Elle organisa des cercles de parole, des réunions de femmes, des ateliers de dignité. Elle invita des conférencières issues de milieux oubliés. Et dans ces rencontres, des miracles eurent lieu. Des femmes osèrent parler, dénoncer, guérir, se regarder dans le miroir avec fierté. Un matin, une femme de ménage âgée, Maria, lui dit « Tu as nettoyé l'hôtel, mais aussi nos cœurs. » Zoé pleura en silence. Ce n'était pas la reconnaissance qui comptait. C'était l'écho de sa mission enfin entendue. Et dans cette phrase, elle comprit. Je suis exactement là où je devais être. Elle fut invitée à des conférences, des universités. On la filma, on l'interviewa. Mais elle répétait toujours « Je ne suis pas une exception. Je suis la preuve que nous sommes nombreuses. » Et ce message touchait, profondément, car il portait l'espoir sans arrogance, la lumière sans blâme. Son histoire devint un livre, puis une série documentaire. Mais elle ne se laissa jamais griser. Chaque matin, elle faisait une prière. Que je ne perde jamais la mémoire, ni de la douleur, ni du chemin parcouru. Et cette prière était sa boussole. L'hôtel devint un sanctuaire. Pas parfait, mais conscient, réparé. Et dans chaque mur, chaque espace, chaque regard, on sentait l'empreinte d'une femme qui avait traversé la nuit et qui avait ramené la lumière. Il y a des ascensions qui ne font pas de bruit, des renaissances qui ne réclament ni couronne ni trône,
mais qui transforment une femme de l'intérieur, comme une lumière ancienne rallumée après des siècles d'oubli. Zoe Johnson était devenue plus qu'un symbole. Elle était la preuve vivante qu'on peut renaître de l'effacement, porter les cicatrices comme des médailles invisibles et réécrire son destin avec la langue du courage. Sa nomination comme directrice mondiale des communications internationales fit le tour des réseaux. Mais Zoé refusa les interviews trop brillantes, les tapis rouges, les projecteurs vides. Elle disait « Ce que j'ai vécu n'est pas un conte, c'est une marche. Une longue traversée à genoux, dans le noir, avec pour seule lampe ma foi en moi. » Et dans cette humilité sacrée, elle inspirait bien plus que n'importe quel discours motivant. Son premier acte officiel fut la création du programme Talent Invisible. Elle constitua une équipe pluridisciplinaire, composée d'anciens employés négligés, femmes de chambre, serveurs, agents de sécurité, personnel d'entretien. Ensemble, ils épluchèrent les archives, retrouvèrent les candidatures oubliées, recontactèrent les profils effacés. Ce n'était pas une charité, c'était une justice réparatrice. En 6 mois, 147 employés furent réaffectés, formés ou promus. Mais plus que cela, l'atmosphère de l'hôtel changea. Le personnel souriait plus. Les réunions étaient plus calmes, plus ouvertes. Les conflits diminuaient. Car dans chaque décision, on sentait l'empreinte d'une femme qui avait connu l'injustice et qui refusait de la reproduire. Zoé transforma un bureau vide en centre d'écoute. Une pièce tapissée de citations, d'encens, de musique douce. Tous les vendredis, elle recevait des employés en entretien libre. On ne venait pas parler de performance. On venait parler de cœur, de douleur, de rêves étouffés. Et elle écoutait, sans juger, avec l'oreille de celle qui a connu le silence imposé. Elle engagea des thérapeutes pour accompagner le personnel. Organisa des ateliers de méditation, des cours de communication non violente. Et, plus encore, elle invita des femmes à raconter leur histoire devant les autres. Chaque témoignage était un miroir, une catharsis. Et dans ces cercles, des blessures se refermaient, doucement, saintement. Un jour, elle fut invitée à Amsterdam, dans l'université où elle avait failli enseigner avant d'être contrainte au silence. Cette fois, ce n'était plus en tant qu'assistante ou traductrice. C'était en tant que professeure invitée, experte en leadership interculturel. Lors de son discours inaugural, elle déclara « Le monde n'a pas besoin de plus de leaders. Il a besoin de plus de femmes qui se souviennent de qui elles sont. » Les applaudissements furent longs. Mais ce n'était pas le bruit qui la touchait. C'étaient les larmes dans les yeux des femmes présentes. Elle avait touché une corde, une mémoire collective. Celle des femmes réduites au service, alors qu'elles portaient en elles des royaumes entiers. Et Zoé venait de leur rappeler leur propre couronne. Elle retourna au Grand Plaza, comme on retourne dans un sanctuaire. Elle lança une bourse d'études, à son nom, pour les enfants d'employés de l'hôtellerie. Et le premier jour d'inscription, elle reçut une lettre manuscrite. Une écriture tremblante. C'était la mère d'un garçon timide du service de plonge. Elle écrivait « Vous avez fait ce que personne n'avait jamais fait. Regardez mon fils comme un roi. » Zoé pleura, longuement. Mais même au sommet, elle restait la même. Elle marchait encore dans les couloirs, saluait le personnel par leur prénom, portait parfois son ancien uniforme, juste pour ne pas oublier. Elle répétait souvent « Je suis venue de là, je resterai ancrée là ». Et cette cohérence faisait d'elle une légende vivante. Elle créa aussi une fondation, Clé Invisible, dédiée à former, accompagner et financer les reconversions de femmes issues de milieux précaires. Elle déclara lors du lancement « On n'offre pas des chances, on les révèle. Le talent est partout. Ce qui manque, c'est l'œil qui sait voir. » Et ce mantra devint celui de toute une génération de jeunes femmes en lutte. Dans son bureau, un grand tableau contenait les photos de toutes les femmes qu'elle avait aidées, rencontrées, révélées. Certaines souriaient. D'autres pleuraient. Mais toutes regardaient l'objectif avec cette lueur dans les yeux. Celle qui dit « Je me rappelle maintenant ». Ce tableau était son hôtel personnel. Zoé fut décorée par la ville, par des institutions internationales. Mais ce n'étaient pas ses médailles qui la guidaient,
C'étaient les petits mots glissés sous sa porte, les lettres anonymes. Grâce à toi, j'ai osé quitter un mari violent. Grâce à toi, j'ai repris mes études. Grâce à toi, j'ai parlé pour la première fois. Et dans ces murmures d'âme, elle puisait sa force. Elle continua de méditer chaque matin, de réciter les paroles de sa mère, d'allumer une bougie pour les femmes qu'elle avait perdues, car elle savait que chaque lumière qu'elle portait venait d'une autre qui n'avait pas pu briller. Et cette mémoire était sacrée, intouchable, infinie. Elle disait souvent « Je ne suis pas arrivée, j'avance. Chaque femme révélée est une nouvelle marche sous mes pieds. » Et ainsi, elle ne marchait pas seule. Elle marchait portée par toutes celles qu'on avait fait taire, par toutes celles qui renaissaient grâce à sa propre ascension. Le Grand Plaza, autrefois symbole de hiérarchie, devint un temple de transformation. On y venait non seulement pour dormir, mais pour se réveiller intérieurement. On y organisait des retraites, des cercles de guérison, des conférences sur la dignité. Et Zoé, sans le vouloir, était devenue la grande prêtresse de cette métamorphose silencieuse. Un soir, en regardant la ville depuis le toit, elle murmura « Je ne voulais pas être héroïne, je voulais juste être libre. » Et dans cette simplicité, elle résumait tout. La vraie puissance ne crie pas. Elle éclaire, elle restaure, elle guérit, comme une rivière souterraine qu'on a longtemps ignorée et qui finit par irriguer tout un désert. Et toi, as-tu déjà été effacée, ignorée, réduite au silence, alors que tu étais celle qui tenait tout debout dans l'ombre? Ton histoire, ton témoignage, pourrait devenir une lumière pour une autre femme ce soir. Écris-le en commentaire. Ici, chaque mot guérit. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant et active la cloche. Tu fais partie de celles qui voient derrière les apparences. Et ce canal est un sanctuaire pour les âmes comme la tienne. Le prochain récit t'attend déjà sur l'écran. Clique, regarde, et découvre un autre secret sur la puissance silencieuse des femmes oubliées. Avec amour et mystère sacré, cicatrice de l'âme.